Juliette Méadel, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, on va parler de vos dossiers de la ville bien sûr. Un mot sur l'ambiance politique de la semaine. Il y aura encore une motion de censure déposée par les socialistes. Alors officiellement pour parler immigration et puis parasité par cette affaire de Betaram. Est-ce que Bayrou savait ou ne savait pas ce qu'il y avait comme sévices dans cette école de son voisinage? Comment vous abordez cette épreuve pour Bayrou? Je trouve que c'est une polémique particulièrement nauséabonde. Le Premier ministre l'a dit. D'abord, il n'a pas fait obstruction à la justice, ça ne fait doute pour personne. Les victimes, et en particulier la première d'entre elles, se sont exprimées à la suite de l'entretien qu'ils ont eu avec le Premier ministre hier, en indiquant que c'était un moment historique et que la reconnaissance de ces crimes abominables avait eu lieu. Il y a une enquête en cours. Moi, je suis tout à fait saisie par cette espèce de phénomène de société qui date depuis plus de 45 ans, où en effet la pédophilie est l'un des crimes les pires et qui ont été constatés dans un certain nombre de bâtiments, de lieux scolaires en présence d'enfants. Et la meilleure des choses, c'est de réagir et que la parole des victimes se libère, ce qui aujourd'hui ne fait pas l'ombre d'un doute. Donc je trouve que ce dans quoi certains essaient d'entraîner le gouvernement est toxique et surtout dangereux. Parce que à partir du moment où aujourd'hui vous avez partout en Europe des tentatives, y compris de pays étrangers, d'instiller le doute dans la capacité des hommes politiques à conduire leur mandat, on est dans un moment dangereux. Regardez ce qui s'était passé d'ailleurs avec Musk en Angleterre, qui avait commencé à instiller le doute sur des dirigeants à travers des scandales divers et variés. On sent bien qu'il y a quelque chose qui se produit aujourd'hui en Europe, qui est de l'ordre de la fracture des pays européens en touchant la vie politique de l'intérieur. Discréditer les dirigeants et provoquer la vindicte populaire en quelque sorte. Il y a ce vent mauvais qui souffle partout en Europe, dont l'objectif est de remettre en question les démocraties, qui sont fragiles, qui sont très fragiles, surtout en France. Il y a un vent mauvais qui souffle en France. Je le dis et je trouve que c'est gravissime, où on entend un peu partout sur les ondes le retour à une forme d'assimilation. Par exemple, j'entendais il y a très longtemps à nouveau les propos de Pascal Praud, qui est un homme pourtant cultivé et qui est capable de dire qu'on peut mettre sur le même plan Pétain et De Gaulle. C'est un homme cultivé, mais comment est-il possible aujourd'hui d'en arriver à revenir à ce qui est une forme de révisionnisme de l'histoire? Donc franchement, je tire la sonnette d'alarme. C'est des propos très inquiétants. Je suis très inquiète parce que je sens quand même que la démocratie française, c'est, vous savez ce que disait Churchill, la démocratie, c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Et je trouve que pour la première fois dans l'histoire, pour la première fois depuis que je suis née, je constate que on ne nous veut pas que du bien et que même aux États-Unis, Trump, par les discussions qu'il a engagées avec Poutine, est en train de vouloir détruire, de contribuer à délaisser l'Europe et voire à l'abandonner radicalement. Et donc abandonner l'Europe, qui était le projet de paix, qui nous a permis de vivre plus ou moins en paix depuis 1945, c'est grave. Et tous ceux qui, en France, se disent solidaires de Trump, tous ceux qui, à l'extrême droite en France, se frottent les mains des propos anti-européens, anti-démocratie, anti-liberté et anti-république, participent de cette entreprise de démolition et de destruction. Donc, oui, je tire la sonnette d'alarme aujourd'hui. C'est non seulement une semaine à risque pour nous, le gouvernement, mais en tant que représentants des citoyens, parce que nous voulons la stabilité, parce que, et on va en parler, nous œuvrons pour améliorer les conditions de vie quotidiennes, mais c'est une semaine à risque pour la France, pour la démocratie et pour l'Europe. Alors la vie quotidienne, vos dossiers, vous avez fait passer une instruction au préfet, ils ont jusqu'au 7 mars, pour faire un état des lieux précis des dysfonctionnements dans les parties communes des immeubles, ascenseurs, caves, escaliers, etc. Dysfonctionnement qui se réduit à la négligence des bailleurs. C'est-à-dire, qu'attendez-vous exactement comme diagnostic? Alors, d'abord dire une chose, les bailleurs sociaux sont ceux avec lesquels nous conduisons des politiques de soutien et ils sont, dans leur écrasante majorité, évidemment très contributifs et ils entretiennent comme il faut. Cela dit, j'ai quand même un doute parce que j'ai fait des déplacements de terrain, un certain nombre depuis que je suis nommée, et je constate que, à la demande des maires, nous avons beaucoup d'associations, de locataires qui se plaignent de l'entretien des cages
d'escaliers, des ascenseurs, des boîtes aux lettres, de la saleté dans les caves. Donc, tout simplement, je demande au préfet un bilan. Où est-ce que c'est bien entretenu, où est-ce que ça n'est pas bien entretenu, et tous ensemble, on va se mettre autour de la table pour voir ce qu'il convient de faire. Ça ne sera pas les sanctions tout de suite alors? On va regarder. Si ça fait un moment, par exemple, imaginons que ça fait plus d'un an que vous avez des problèmes récurrents d'ascenseurs qui tombent en panne dans un logement social, dans un quartier politique de la ville, qui est donc mon champ de compétences. Imaginons que ça fasse plus d'un an que vous avez des problèmes récurrents de boîtes aux lettres en panne, d'ascenseurs en panne, de propreté. Là, nous allons durcir le ton. Il y a une aide, je le dis à tous nos auditeurs, il y a une aide publique, c'est des impôts de 315 millions d'euros qui permet d'aider les bailleurs à entretenir. Et donc nous allons dire, est-ce que cet argent-là est bien utilisé? Si cet argent n'est pas bien utilisé, nous envisagerons la possibilité d'en supprimer le bénéfice pour les bailleurs. Certains bailleurs vous diront, mais on répare, mais c'est cassé tout de suite, c'est pas nous le problème, c'est les habitants. Oui, alors c'est précisément pour ça que je demande le bilan. Si effectivement on est dans un quartier où il y a un réseau ou un trafiquant de drogue qui régulièrement casse ce qui est installé, évidemment, mais c'est aussi à ça que sert le bilan. Il s'agit de voir là où c'est très difficile et là où il faut passer à autre chose, et là où il y a simplement des problèmes d'entretien récurrents, de négligence. Vous savez, pourquoi je me suis engagée dans cette période difficile? Parce que je sens bien que quand vous avez des Français qui vous disent, des citoyens qui vous disent « on se sent méprisé, on ne nous respecte pas dans notre dignité parce qu'on n'a même plus la possibilité de prendre l'ascenseur quand on a besoin d'aller faire nos courses et qu'on est assigné à résidence », je veux lutter contre ça. Et donc je veux leur dire, l'État s'occupe de vous, les maires s'occupent de vous, les collectivités territoriales s'occupent de vous, et les bailleurs sociaux aussi, qui dans leur écrasante majorité s'occupent bien des habitants dont ils assurent le logement. Alors vous lancez aussi le collectif Quartier 4.0 pour l'intelligence artificielle dans les quartiers. À quoi ça va bien pouvoir servir? Mais parce qu'il y a dans les quartiers une incroyable richesse. Vous avez une jeunesse qui est d'un dynamisme plus important même que dans la moyenne nationale si l'on en juge au taux de création des entreprises, et que cette jeunesse-là, je veux l'aider. Je les ai réunis, c'est une quinzaine de jeunes entrepreneurs dans le domaine de l'intelligence artificielle qui vont m'accompagner, que je vais réunir tous les trimestres pour les soutenir. Ils sont formidables, ils ont déjà eu des tas de prix, et je veux simplement qu'on montre ça et qu'on les aide à obtenir plus facilement des prêts bancaires. Donc je lancerai toute une série de mesures économiques pour donner le pouvoir au quartier sur le plan économique, que ce soit évidemment une économie légale. Et dans le domaine de l'intelligence artificielle, les possibilités de progrès sont infinies, il faut s'en saisir. Alors vous avez été incité à ouvrir, vous tous les ministres, des permanences dans vos... Alors vous allez le faire, vous à Montrouge. Alors pourquoi faire une permanence de ministre? Parce que c'est important de montrer à nos concitoyens ce qu'on fait concrètement. Les ministres sont tous engagés, travaillent, veulent le bien des citoyens. Et ça fait du bien de le dire et de le montrer, et aussi de se rendre disponible. Vous savez, le doute qu'il y a entre nos concitoyens et les responsables politiques, ce doute ne se lèvera que par le contact direct, que par l'échange, et que par aussi tout simplement une forme d'empathie, de bienveillance, de discussion. Le boulot d'un politique, c'est d'aller au contact. Moi, je fais ça ailleurs que chez moi, mais aussi chez moi, dans ma ville, dont je ne suis pas maire. Je suis élue municipale, et je suis peut-être candidate au municipal. Et peut-être nous verrons. Et je suis très attachée à cet échange, parce que c'est en écoutant, en vous mettant, comme le dit François Bayrou lui-même, comme le dit le Premier ministre, il dit « je veux que mes ministres soient portés d'engueulade ». Comme les maires. Comme les élus locaux. Mais bien sûr. Mais ça veut dire que les gens vont venir et vont vous demander des logements. C'est la crise du logement. Et on va leur expliquer ce qu'on fait. C'est déjà, d'ailleurs, la plupart des permanences, même pour les parlementaires. Moi, dans ma ville aussi, bien sûr que c'est ça qu'on demande. On va essayer d'avancer le plus possible, expliquer la situation dans laquelle nous sommes, dénicher les situations les plus injustes, voir s'il y a des difficultés. Bref, montrer tout ce qu'on fait, montrer avec notre sincérité, et convaincre que la démocratie, encore une fois, je le répète à votre micro, c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres, et c'est ce que nous devons protéger, défendre, hélas, dans les mois et les années qui viennent. La démocratie, c'est aussi l'évolution de la gauche. Ça bouge. Ça bouge. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, hier, dans la Tribune Dimanche, dit que le Front Populaire, en gros, c'est terminé. Le Parti Socialiste semble s'arracher à l'emprise LFI. Vous y croyez ?
Écoutez, je l'espère de tout cœur parce que Jean-Luc Mélenchon, moi j'ai combattu cette orientation depuis le début de son alliance contre nature avec le Parti socialiste, véhicule des propos dangereux qui flirtent avec l'antisémitisme, choquant, donc il était temps que le Parti socialiste s'en extrême. Maintenant, je veux rappeler ici que il faut pas céder à la tentation de la démolition. Je le dis aussi pour mes anciens camarades du Parti socialiste. On ne doit pas céder à la tentation de la démolition, tentation entretenue par Jean-Luc Mélenchon, dans un contexte fragile, on l'a dit, et surtout alors que nos concitoyens attendent des actes, attendent des budgets, attendent qu'on s'occupe d'eux. C'est pas le moment de jouer avec le feu. Il y aura un congrès au PS en juin. Il sera candidat à sa succession, Olivier Faure. Qu'attendez-vous du congrès de vos anciens amis PS? Écoutez, moi, je vais vous dire, la seule chose que le congrès, c'est au mois de juin. C'est dans un siècle. Ça occupe les socialistes. Bon, très bien. Moi, ce que je souhaite maintenant, c'est que chaque responsable politique soit responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vise d'abord la stabilité du pays dans un moment de grande instabilité. Et la stabilité, ça veut dire pensons d'abord à la France avant de penser à des jeux d'appareils qui sont bien naturels, mais franchement, ça les regarde. Vous, femme de gauche, engagée dans ce gouvernement, vous sentez-vous depuis quelques semaines complètement à l'aise? Je me sens à l'aise parce que je peux faire, et c'est la ligne qui a été celle du Premier ministre, je peux faire et m'engager au service de nos concitoyens pleinement, avec une marge de liberté qui me semble indispensable, à la fois sur le plan de l'expression et puis sur le plan des valeurs, pour 2 raisons principales. Je suis rentrée dans ce gouvernement parce que François Bayrou m'a garanti que la préférence nationale ne serait pas au programme. Et pour moi, c'est essentiel. On ne trie pas entre les bons et les mauvais Français. Ça, c'est pas possible. Deuxièmement, parce qu'il s'était aussi engagé à ce que nous revenions sur la réforme des retraites par une conférence sociale, donc le dialogue social. Ce sont pour moi les 2 points cardinaux. C'est les valeurs du Premier ministre et c'est un homme en qui j'ai toute confiance. Et il y a cette idée qu'on peut s'exprimer à titre personnel dans ce gouvernement. Oui, c'est parce qu'il a un grand respect, d'abord pour l'engagement politique, pour la liberté, et aussi il nous fait confiance sur notre capacité à forger des consensus. Il est lui-même l'homme qui sait forger des consensus, il l'a montré tout au long de sa vie politique. Je note aussi qu'il y a une tripartition de la vie politique aujourd'hui. Nous avons des extrêmes, on en a parlé, et nous avons le Rassemblement national qui pèse de plus en plus, qui est une vraie menace, puisque c'est 40% des Français qui votent RN. Entre ces 2 extrêmes-là, la capacité d'un homme comme le Premier ministre à forger des accords et des consensus, je vais vous dire, c'est vital pour la démocratie. Et est-ce que le but, c'est d'avoir, à l'issue de cette période de consensus, un seul candidat pour cette partie centrale? Sinon, on aura un choc des extrêmes en 2027. Mais évidemment qu'il faudra un seul candidat. Il faudra quelqu'un capable de bâtir cette cohérence politique. Ou alors, nous sautons dans l'inconnu et surtout, nous sautons dans le chaos. Tout le monde est candidat partout en ce moment. C'est ce candidat unique qui semble utopique. C'est normal, c'est la vie politique, que chacun essaie de se compter. Le plus important, en ce qui me concerne, à ma place, c'est de faire avancer le pays. Avancer le pays, donc comme ministre délégué chargé de la ville, Juliette Méadel, merci et bonne journée. Merci Christophe. Merci beaucoup Christophe. Demain, votre invité sera Éléonore Carrois, députée EPR des Français de l'étranger. Radio J, retrouvez le Barbier du matin.